Bienvenue dans cette deuxième vidéo portant sur le développement de jeux Roblox. Donc dans cette vidéo, on va apprendre la programmation, mais propre à Roblox, donc des concepts qui ont rajouté par-dessus le langage Lua. Donc sur ce, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, fait que bonne écoute! Salut, donc bienvenue dans cette section où nous allons discuter de concepts Roblox basiques. Donc ça peut être autant dans le code en fait que tout simplement dans le build. Parce que, voilà, on va regarder des petits concepts généraux. Puis là, je voulais vous montrer en fait comment ajouter un spawn. Parce que là, on arrive par défaut, il y en a déjà un. Donc, quand on fait play, en fait, c'est l'endroit où on apparaît. Donc, vous avez probablement déjà vu ça dans des jeux. Mais, par exemple, si on en voudrait, par exemple, on aurait un jeu où on n'aurait pas. Puis qu'on voudrait en ajouter plusieurs aussi, par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur Spawn ici, dans l'onglet Modèle. Et voilà, on a un spawn qui apparaît. Donc, on peut le prendre et le redimensionner comme on veut. Donc, pour dimensionner, en fait, et bouger des choses, vous pouvez y aller avec la souris comme ça, en cliquant et en tenant la souris. Et pour se déplacer dans la vue ici, c'est vos flèches ZQSD ou WASD. Et avec le clic droit de la souris, vous pouvez, comme ceci, changer votre vue. Donc ici, si on clique sur Scale, vous allez voir qu'il y a des petits points qui apparaissent. Donc ces petits points-là, on va pouvoir les changer comme ça de grosseur. Donc moi, personnellement, j'aime pas trop le petit truc d'apparition comme ça. Donc on va aller dans notre Spawn Location ici. Puis on va aller supprimer le Decal. Donc on clique sur Delete ou on le fait avec clic droit Delete. Donc ce que je vais faire pour que en fait ça soit évident que ça soit un spawn, je vais le mettre, premièrement je vais le mettre plus petit pour faire un peu plus discret. Et ce que je vais faire, c'est que dans Snap to Grid ici, je vais aller changer les studs. Donc ça c'est le... Parce qu'en fait quand on bouge, ça l'incrémente de 1 studs, qui est la mesure de base de Roblox. Donc on peut voir ici que c'est assez bien délimité. Mais si par exemple je voudrais le mettre plus plat, ce que je peux faire, c'est que je change ici. Et je mets par exemple 0.25. Et donc là, je vais pouvoir venir vraiment l'aplatir beaucoup plus petit. Donc souvent, moi, quand je fais ça, après ça, je le remets à 1 parce que, en fait, 1, c'est standard pour moi. Donc, voilà. Donc ensuite, on peut changer la couleur. Donc ici, on peut aller sélectionner encore et aller dans Color. Et moi, par exemple, je voudrais une équipe bleue et une équipe verte. Donc j'aurai un spawn bleu. Donc pour ce spawn bleu là, on peut aussi rajouter dans les matériaux, par exemple ici Material Manager. Ça honnêtement c'est la première fois que je vois ça, c'est quand même nouveau. Mais ça ressemble quand même à ce que j'ai déjà fait. Donc par exemple on peut trouver le matériau néon. Donc ici, si je fais... Ok. Bon, bref. Je vais laisser faire ce truc. Je sais même... Ok. Non, c'est beau. Faut cliquer sur Apply to Selected Parts et ça va le mettre. Pardon. C'est la première fois que j'utilise le Material Manager parce qu'avant, c'était pas ça. Ok. Je suis obligé de le garder ouvert. Bref. Pas grave. Donc là, on a un spawn bleu qui est quand même pas si mal. Donc, on voudrait en créer un autre rouge pour les gens de l'équipe rouge. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le sélectionner. Donc, en fait, en tout temps, si vous voulez, par exemple, faire une rotation, vous cliquez sur Rotate et là, c'est le même principe. Sauf que c'est des rotations. Vous avez aussi un autre outil, Transform, mais que j'utilise pas vraiment, mais vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est juste tous les outils mélangés ensemble. Et ici, vous avez Move, tout simplement pour bouger votre part. Donc, moi, je vais retourner sur Select. Et je vais dupliquer en faisant CTRL-D ou en faisant Duplicate ici. Donc, moi, je vais faire CTRL-D comme ça. Et là, on a l'équipe rouge qui va être ici. Et je vais changer la couleur sur rouge. Donc, maintenant, c'est bien beau, mais on n'a pas, le système de team. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça va tout le temps réapparaître à un des deux spawns aléatoires. Donc, c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut avoir des teams, dans le fond. Pour faire ça, vous allez dans votre Explorer ici et vous allez dans Teams.
vous faites le plus et vous allez créer une team. Donc on va l'appeler Blue. On va en créer un autre et on va l'appeler Red. Oups. Ok, Red. Et on va venir ici changer les couleurs. Donc dans votre Block Studio, vous devriez avoir la fenêtre Properties ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans View, vous mettez Properties. Donc ici, on voyait que le Team Color, c'est la couleur de la team. Donc je vais le mettre à peu près à la même couleur. Je pense que c'est Dark Blue qu'on avait mis. Non, c'était Lapis. Puis Really Red. Donc on va essayer de les mettre à peu près les mêmes couleurs. Donc Really Red. Lapis, voilà. Donc ce que ça fait, c'est qu'on a deux teams, les bleus et les rouges. Donc si on clique sur Play ici, vous allez voir que là, il m'a automatiquement mis dans les bleus. Parce que en fait, les deux teams sont sur assignement automatique. Donc ça va mettre le joueur automatiquement dans une des deux teams vu qu'ils sont cochés. Mais si moi, par exemple, je voudrais désassigner les teams comme je viens de faire ici, ben là, en fait, ça me mettrait comme en neutre. En fait, ça me mettrait dans la team neutre. Donc voilà, ça crée un truc neutral. Donc ça, c'est... en fait, c'est cool quand vous voulez faire un genre de système avec des boutons où vous pouvez, en fait, choisir votre team. Donc au début, on veut qu'il soit dans la team neutre. Donc on pourrait même faire un troisième spawn, en fait, qu'on mettrait comme ça, puis qui représenterait puis créer une nouvelle team neutre, en fait. Mais on fera pas ça, ça va être beaucoup trop long pour pas grand-chose, en fait. Parce que ça revient au même. Et donc là, on va aller assigner nos spawns aux teams. Donc, ouais, c'est ça. Donc dans Team Color, ici, donc vous cliquez sur votre... Vous cliquez sur votre spawn et vous descendez dans la fenêtre Properties et dans le bas au complet. Vous avez Team Color et vous venez le mettre dans la même couleur que vous avez mis votre team. Donc, voilà. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va assigner ce spawn à l'équipe bleue et ce spawn à l'équipe rouge. Donc ce que je vais faire, je vais les rendre auto-assignables. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va balancer les joueurs automatiquement. Donc là, vous allez me demander, mais comment je fais pour tester mon jeu avec plusieurs joueurs? Donc c'est quoi? Il faut que je le publie, j'invite des amis. Puis là, s'il y a des bugs, bref. C'est un calvaire, évidemment. Mais il y a un moyen pour contrer ça. Si vous avez un PC pas très bon, ça va être un peu difficile. Mais en théorie, vous devriez être capable de faire 2 joueurs au minimum, probablement. Donc, dans Test, vous allez aller dans l'onglet Test ici. Et là, vous allez avoir ici Client and Server. Donc, ce qu'on fait, en fait, ça va permettre de simuler plusieurs joueurs. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 2 joueurs pour pas encombrer inutilement, là. Parce que je suis quand même en train de record en même temps. Donc, je veux pas que tout brise. Donc, ici, on a une fenêtre qui offre la vue générale. Donc, qui s'est ouverte automatiquement. Donc, ça, c'est la vue serveur. Je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que c'est exactement. Et là, j'ai mon autre ici qui est en train de loader. Qui est mon premier joueur. Et vous voyez que, bon, là, j'ai une autre fenêtre ici, mais je vais la laisser là. Parce que j'ai pas assez de place. Donc voilà, je suis rouge, j'ai été mis rouge. L'autre joueur est bleu. Donc voilà, ça vous permet de tester en multijoueur. C'est sûr que vous testez des mécaniques de jeu, des gameplays, ça va être un peu plus dur. C'est sûr que ça va prendre des amis, mais au moins on peut tester comme ça. Donc voilà. Donc là, si vous voulez tout fermer les fenêtres, vous cliquez sur Clean Up et voilà, ça ferme toutes ou presque. Ok, c'est bon. Ça ferme toutes vos fenêtres. Donc voilà, ben ça c'est bien cool. Donc on va se retrouver en fait dans la deuxième vidéo où je vais faire plus un tour des propriétés et comment les changer avec le code. Bienvenue dans cette session sur les propriétés. Donc en fait comme vous avez pu voir, on a un peu touché à la fenêtre Properties. Donc cette fenêtre là en fait ça sert à contrôler les différentes propriétés d'un objet dans Roblox. Donc par exemple si on crée un bloc, donc on va faire clic droit, Insert Part. Donc là on a un bloc ici. On pourrait aller dans modèle, aller changer, on peut changer quelques trucs comme la couleur, les matériaux,
Anchor qui veut dire si le bloc est... en fait, par exemple, si je le mets comme ça, puis que je le mets pas anchor, puis que je fais run au lieu de play, donc run, ça va permettre en fait, ça veut dire que le personnage va pas spawner. Donc voilà, vous voyez que le bloc tombe. Si je l'active, le bloc ne tombera pas. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Voilà, donc il y a quelques propriétés qu'on peut accéder ici. Mais on peut aussi y accéder dans les propriétés ici, que je trouve pas mal plus rapide de faire. Donc ici on a couleur, on a les ombres, on a une autre sorte de couleur en fait en RGB. Matériaux, la réflectance, la réflectance, regardez par vous-même comme ça. Transparency, ça veut dire la transparence. On a locked, ça veut dire qu'on peut pas la sélectionner. Donc on est obligé de passer par ici. Donc ça peut être utile quand vous faites des constructions et vous arrêtez pas de sélectionner le bloc en arrière. Donc ça peut être chiant, donc c'est bien d'activer. On a le nom, on peut changer son parent. Donc son parent qui se trouve à être la workspace. Donc c'est l'objet auquel il est dedans. Ici on a le size, donc en X, Y, Z. Donc dans les 3 dimensions, on a la position, on a l'orientation, on a d'autres choses par rapport au pivot aussi. On a les collisions. Donc can collide, ça veut dire peut passer à travers ou comment dire? Ça veut dire si oui ou non on peut passer à travers ou pas. On a une card comme tout à l'heure, on a ça qui veut dire qu'il n'y a aucune masse sur l'objet. On a la shape, donc ça peut être, on peut mettre une balle, un bloc ou un cylindre. Donc je vais pas tous vous les expliquer parce que en fait c'est en vous pratiquant que vous allez en fait les découvrir vous-même. Et voilà, donc c'est ça. Donc dans la prochaine session, je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail en fait comment modifier ces propriétés-là à partir du code. Bienvenue dans la session où je vais vous apprendre en fait à contrôler les objets du jeu, donc avec les propriétés, donc pouvoir contrôler ces propriétés. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau script, mais cette fois je vais le créer dans la part parce que ça va être moins compliqué comme ça. Donc voilà, j'ai créé un script dedans la part, on efface tout. Je vais agrandir un tout petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se créer une variable. Cette variable-là, ça va représenter en fait notre bloc. Donc, on n'oublie pas, on met local, part est égal à script.parent. Donc, ça, c'est nouveau. Script, ça veut simplement dire soi-même, donc l'objet script ici. Point parent, ça veut dire son parent, donc la personne au-dessus de lui. Donc auquel il est dedans. Donc de la part ici et le script. Le script est un enfant de la part et la part est un parent du script. Donc voilà, donc on a une poignée si on peut dire sur la part. Et on voudrait par exemple, si on voulait changer sa transparence par exemple, on voudrait la mettre semi-transparente, on ferait part.transparency, donc vous voyez que ça me le propose, est égal à 0.5. Donc vous pouvez voir un peu les propriétés comme des sortes de variables. Donc on peut changer en fait leurs valeurs et elles contiennent des valeurs de tel type. Donc cette fois-ci, c'est un nombre à virgule de 0 à 1. Donc la transparence, c'est ça, au lieu d'être en pourcentage, c'est sur 1. Donc 1 étant 100%, 0 étant 0. Donc si je fais run, on va pouvoir voir la transparence se changer comme ça, voilà. Et donc si je voudrais changer sa couleur par exemple, je voudrais la mettre bleue. Non, en fait je vais enlever la couleur rouge, je vais la mettre normale, comme ça. Et je vais aller changer sa couleur à rouge. Donc part. Donc la propriété break color. Si vous savez pas quelle propriété, alors c'est cool, en plus il vous propose du code maintenant, en tout cas.
Si vous savez pas quelle propriété est pour, par exemple, la couleur, vous pouvez cliquer sur la votre part et vous allez avoir Brick Color ou Color. Donc nous, on va prendre Brick Color. Donc, on va faire Brick Color. Par exemple, Red, vu qu'on veut le mettre rouge. Donc ça va aller chercher la couleur rouge, tout simplement. Donc on aurait pu faire Blue ou peu importe. Donc si on fait Run, on va voir que notre part devient transparente. Pas transparente, mais rouge. Transparente et rouge. Et donc là, par exemple, il y a une fonction que je ne vous ai pas encore montrée sur Roblox Studio. C'est une fonction pour attendre, en fait. Ça s'appelle wait. Donc wait 4, par exemple, ça veut dire attendre 4 secondes. Donc ça, c'est une fonction qui est déjà dans Roblox Studio. Et là, je voudrais, par exemple, changer sa couleur à bleu. Donc brickcolor.blue. Donc si je fais run, elle va être rouge et elle va changer à bleu en 4 secondes. Voilà. Donc, maintenant que vous comprenez un peu mieux comment en fait, contrôler les objets de votre jeu. Donc ça, en fait, c'est vraiment la base de faire de la programmation Roblox, c'est de contrôler les objets. Je vous propose un petit exercice. Donc, à l'aide d'une boucle while qu'on a vu en Lua, dans la session de Lua, faites alterner la couleur de la part entre le bleu et le jaune à chaque seconde. Donc, c'est un exercice probablement assez difficile, vous allez trouver. Donc, vous pouvez essayer quelque chose si vous avez vraiment aucune idée. Regardez la solution, c'est pas plus grave. Faites-le en même temps, puis essayez de comprendre. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une boucle. Mais là, nous, on veut une boucle infinie. Donc, ce que ça prend en fait dans un while, ça prend en fait une condition. Donc, pour faire une condition infinie, ça prendrait une condition qui est toujours vraie. Donc, ce qu'on fait, on met juste true comme ça. Donc, true, ça va être tout le temps true. Donc, ça va runner. Ça va runner ou rouler, comme vous voulez, indéfiniment. Donc, non, en fait, non, je me suis trompé dans l'exercice. Je voulais dire entre le jaune et le bleu, mais c'est peu importe si vous avez fait le bleu et le jaune, peu importe. Ouais, ça change vraiment absolument rien. Donc, ce qu'on fait, on va changer en premier temps la couleur en yellow, qui veut dire jaune. On va attendre une seconde. On va mettre sa couleur en bleu. Comme ça ici. On va attendre une autre seconde. Et voilà. Et on va faire run. Et vous allez voir que bon là, ça va changer en bleu après. Ah voilà, comme ça. À chaque seconde. Donc vous voyez un peu le principe. Donc c'est tout pour cette session. On va se retrouver dans la prochaine où en fait je vais vous montrer un peu comment créer des petites interfaces vraiment très très simples. Bonjour et bienvenue dans cette, si je me trompe pas, dans la 5e session du chapitre 2 qui s'appelle les interfaces. Donc je vais vous montrer vraiment les bases. Donc on va juste, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va juste créer un bouton. Puis que quand on va cliquer dessus, ça va faire apparaître un bloc. Donc, ça va être assez simple. Donc, toutes les interfaces que vous allez construire, vous allez devoir les placer dans... En fait, vous allez devoir. C'est pas obligatoire, mais c'est si vous voulez les voir apparaître, il faut les mettre... au début du jeu, en fait, il faut les mettre là-dedans. Donc, il faut les mettre dans Starter GUI, comme vous voyez avec ma souris ici à droite. Donc, si je secoue ma souris, voilà, vous la voyez. Vive Mac. Bref. Donc, Starter GUI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Starter, en français, ça veut dire au début. Ou départ. Ça veut dire un peu... ça veut dire vraiment ce qu'il va y avoir au début. Puis GUI, ça veut dire Graphical User Interface. Ce qui veut dire interface graphique utilisateur. Quelque chose comme ça. Donc, tout ce que vous avez à retenir, c'est que là-dedans, on met les interfaces qui vont apparaître dans le jeu. Et donc, pour créer une interface, vous allez voir, si vous mettez votre souris, il y a un beau petit plus. Donc, on va cliquer dessus.
Et vous allez cliquer sur Screen GUI. Vous pouvez changer de nom puis l'appeler interface. Vous donnez le nom que vous voulez. Et ensuite, à l'intérieur, en fait, c'est parce qu'on n'a rien ici. Parce qu'on n'a pas encore mis d'éléments à l'intérieur. Donc, si je me trompe pas dans l'exemple, ouais, c'est ça. Dans l'exemple, on veut avoir un bouton. Donc, je vais cliquer sur Text Button. Donc, ce que ça fait ici, vous voyez qu'il y a un bouton qui est apparu. Donc, on peut le changer aussi. On peut l'appeler bouton, peu importe. Là, vous faites vraiment ce que vous voulez pour les noms, là, tant que c'est clair pour vous et pour les autres personnes qui développent votre jeu. Donc, ce qu'on peut faire en fait avec le bouton, il va avoir plein de propriétés. Donc, encore qu'on peut changer avec le code, mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure parce qu'en fait, on a la propriété texte ici. Donc, on va changer pour générer une part. Donc, ici, j'écris générer une part, ça me l'affiche ici. Et si ce que je peux faire pour grossir le texte, je peux agrandir comme ça. Ou je peux cocher Text Scale. Donc ça veut dire qu'il va prendre toute la place comment dire? De l'écran. Ben pas de l'écran, mais du bouton en fait. Désolé. Donc, par exemple, que je voudrais centrer ben pas centrer, mais centrer dans l'image le bouton. J'aurais la propriété position ici. Donc, si vous allez dans le X, vous avez le scale et vous avez le offset. Donc ça, en fait, ce que ça veut dire, le scale, c'est que ça va être la position en pourcentage. Donc, ça va être un pourcentage de l'espace disponible. Et le offset, ça va être en pixels. Donc, si que je dis qu'il va être à 5 de offset sur l'axe des X, ça veut dire qu'il va être à 5 pixels du bord ici. Donc, ça peut paraître difficile à comprendre au début, mais à force de s'exercer puis de voir comment que ça rend, on s'habitue. Donc, 0. Et ici, je vais mettre, en fait, pour le centrer parfaitement, c'est sûr que je pourrais faire 500, puis là, faire des essais-erreurs, 550, ok, non, 700. Là, ok, on pourrait dire, ok, il est quasiment centré, mais aussitôt que je rétrécis mon écran, il reste où ce qu'il est, parce qu'en fait, il est à 700 pixels, toujours, peu importe la taille de l'écran. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le scale à la place. Puis pour le mettre au milieu, vous allez me dire, ben, on va écrire 50%. Mais en fait, c'est sur 1. Donc, on va écrire 0.5. Et voilà. Donc là, il est centré, mais vous pouvez voir qu'il n'est pas tout à fait centré. Ça, c'est parce que la position du bouton est basée, en fait, sur le coin en haut à gauche ici. Donc, il va être centré. Le coin en haut à gauche ici va être centré, comme vous pouvez voir, mais pas le bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut changer ce point-là, puis le mettre au milieu du bouton pour que le bouton soit centré. Donc, on le résélectionne. Et on va aller sur une propriété qui s'appelle Anchor Point. Et on va mettre 0.5 à X. Donc là, vous voyez qu'il est tout à fait centré. Donc, je pourrais mettre... Je pourrais mettre mon écran encore plus petit, puis ça irait parfaitement en fait. Puis ça, c'est pas juste avec la position, c'est aussi avec le size. Comme vous voyez là, il est d'une grosseur en fait de 200 par 50, ce qui veut dire qu'il fait 200 pixels par 50 pixels. Mais on aurait très bien pu lui donner une grandeur relative comme 0.1, 0.05 comme ça. Et là, ça va faire qu'il va se rétrécir comme ça. Donc, il faut bien garder en tête qu'il y a plusieurs tailles d'écran. Donc ça, je vais le mettre plus gros parce que sinon, sur mobile, ce sera pas beau. Donc, 0.25, 0.1. Et là, plus qu'on descend, voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de faire des tests. Oups. Je sais pas ce que je viens de débrancher. Mais bon, bref. OK, donc là, on est rendu en fait à scripter notre bouton parce que là, on l'a mis en haut, c'est parfait. Maintenant, on veut le scripter.
petite note avant, si j'aurais voulu le centrer, il aurait fallu que je règle le anchor point sur le centrer sur l'écran, que je le règle à 0.5 et que j'aille dans ma position mettre 0.5 des deux côtés. Donc là, il est parfaitement centré. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés au début à comprendre ces propriétés-là. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que ça soit clair. Donc toujours regarder sur les différentes tailles d'écran si ça rend bien. Je pourrais aussi aller changer la police d'écriture ici. Donc font, le mettre bold, le mettre par exemple, bon là vous voyez pas, voilà. Je la mettre en blanc et je pourrais mettre le text stroke transparency à 0. Donc ça ferait apparaître le contour. Et je pourrais mettre un background, ici background color, plus vert, un peu foncé comme ça. Donc voilà. Donc notre bouton est beau. Donc on peut aller créer en fait un script dedans. Mais ce qu'on va créer maintenant, ce ne sera pas un script, ça va être un local script. Ça, en fait, comme vous pouvez voir dans la petite description, c'est un script qui va s'exécuter seulement sur l'ordinateur du joueur. Puis on va voir pourquoi c'est important dans la prochaine session. Mais avant, on va scripter notre bouton. Donc ce qu'on veut faire, c'est en fait relier l'événement du clic du bouton et à une fonction dans le fond. Comme on avait fait pour je sais plus si on avait fait ça. Est-ce qu'on avait déjà fait ça? Je m'en souviens plus. Non, on n'a pas encore fait ça. Donc ce qu'on veut, c'est en fait créer un événement. Un événement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être enclenché quand quelque chose va se produire. Donc là, on veut que quand le clic du bouton, on veut qu'il y ait un bloc qui apparaisse, dans le fond. On veut faire apparaître un bloc à l'aide d'une fonction. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre bouton pour faire ça. On va se créer une variable locale bouton, par exemple, est égal à... Puis là, pour sélectionner, on regarde ici, là, on est dans notre local script, puis on veut aller sélectionner le bouton. Donc, le bouton, c'est son parent. Donc, on va dire script.parent, comme ça ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter l'événement du clic. Donc, on va faire bouton.mouse button. Là, on peut voir ici. Bouton 1, c'est le clic gauche. Bouton 2, c'est le clic droit. Il faut aussi se souvenir que... là, je vais mettre le clic comme ça ici. Donc voilà, bouton 1, clic. Il faut toujours se souvenir que il n'y a pas juste des joueurs PC, il y a des joueurs mobiles. Donc le mouse button 2, faut pas l'utiliser parce que c'est pas pratique. À moins que vous faites un jeu qui est pas sur mobile. Donc ensuite, on va faire deux petits points connect. Donc ça va me permettre de connecter une fonction à l'événement. Donc là, j'écris function, deux parenthèses comme ça, et je m'en vais entre les deux dernières parenthèses. Et je fais entrer. Donc ça ce que ça fait, c'est que ça m'a mis un end et ça m'a indenté de la bonne façon. Donc ici, en fait, on peut écrire tout ce qu'on veut qui arrive durant quand on clique, dans le fond. Donc ce que je vais faire pour vous montrer, je vais juste faire un print. Donc je vais taper génération d'une part, comme ça. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va, comme on l'a vu dans la section sur le Lua, ça va print en fait dans l'output, il va y avoir un message, ça va dire le message qu'on a mis, donc génération d'une part ici. Donc je peux cliquer autant de fois que je veux. Et voilà, donc là ça génère pas encore de part parce que on n'a pas... je vais juste aller désactiver le script de la dernière session. On n'a pas rien mis comme instruction dedans, on a juste mis un print. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est pour créer une part, local part est égal à instance.new. Donc ça veut dire qu'on veut créer une part. Donc on tape le nom part. Et ensuite, on veut qu'elle soit dans la workspace. Ici. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est en fait, on pourrait faire que
en fait, ça met une part juste au-dessus du spawn. Donc, je vais juste en supprimer un. Et voilà, delete, pour prendre juste lui. Donc maintenant, on va sélectionner notre spawn. Donc local spawn est égal à workspace.spawnLocation. Donc on vient de le sélectionner. Ensuite, c'est qu'on va changer la position de la part. Donc part.position. Et là, vous allez voir que c'est une valeur un peu bizarre. La position. Ben, la position d'une part en fait. C'est une position. Voyons, j'essaie de la trouver. Position ici. Donc, c'est comme trois valeurs x, y, z. Donc, vous allez sûrement vous demander comment qu'on fait pour changer cette valeur-là. C'est avec un vector tree, donc 3 pour 3 dimensions. Et après, vous mettez les valeurs x, y, z. Donc, on pourrait mettre 0, 0, 0. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut le spawn.position.x, spawn.position.y, spawn.position.z. Et j'ai oublié de mettre ici, après le vector tree, il faut mettre un point new pour créer un nouveau vector tree. Donc ça veut dire qu'on a changé à la position du spawn. Mais là, ce qui va arriver, c'est que la part, elle va spawner, en fait, directement sur le spawn. Nous autres, on voudrait qu'elle soit un peu plus haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 10 ici, plus 10. Et voilà. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que ça ajoute 10 studs. Donc, des studs, c'est cette unité de mesure ici. C'est un petit carré comme ça. Donc, ça va en mettre 10 de plus vers le haut. Donc, et voilà. Donc, on fait ça. Et on génère une part. Et voilà. Donc, on peut en faire à peu près autant qu'on veut. Et voilà. Donc, grâce à mon bouton, j'ai lié l'événement click à l'apparition de part. Donc, c'est surtout cette ligne-là ici qu'il faut retenir. Et ensuite, on la connecte à une fonction qui va faire apparaître une part. Donc, on se retrouve pour la prochaine session où je vous explique, parce qu'en fait, il y a un petit problème avec notre script que je vais vous montrer dans la prochaine session. Donc, notre script de la dernière session fonctionne bien, mais si vous allez tester à plusieurs joueurs, vous allez voir que il y a quelque chose qui cloche. Donc, ce qu'on peut faire pour tester à 2 joueurs, vous pouvez soit demander à un ami, ou bien si vous avez un ordinateur un peu puissant, vous pouvez aller ici dans Test et aller créer un local serveur et mettre 2 joueurs ou plus comme vous voulez. Mais moi je vais mettre 2 parce que c'est suffisant pour mon test. Et je vais faire Start. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer plusieurs fenêtres pour chaque joueur. Donc ici, j'en ai 2 pour les 2 joueurs. Et donc, ici, si je fais générer une part, vous allez voir que j'en ai généré une, mais que ici, mon ami, il la voit pas. Donc, il y a juste moi qui peux la voir. Donc, vous allez voir que c'est un peu bizarre. Parce que mon personnage est debout une part, mais moi, je la vois pas. C'est parce que, en fait, cette part-là, elle a été créée seulement en local. Donc, ce que je veux dire par local, c'est... c'est le local script, par exemple. Leave. Ok, c'est bon. Donc, c'est parce que ça a été créé seulement avec un local script que je vais vous montrer à l'instant qu'on avait fait. Donc, ce local script-là. Donc, ça s'exécute seulement sur l'ordinateur de la personne. Tout ce qui s'exécute dans un local script, c'est seulement sur l'ordinateur de la personne. Donc, par exemple, quand tu cliques sur le bouton ici, oui, ok, ça fait apparaître une part, mais ça la fait apparaître dans la copie de la workspace de la personne. Donc, c'est pour ça que les autres verront pas au côté serveur. En fait, personne ne va le voir. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, en fait, on voudrait
dire à l'événement, quand tu cliques, dis au serveur de faire apparaître une part, comme ça tout le monde va la voir. Donc pour faire ça, on va appeler ce qu'on appelle les remote events. Donc on va aller se créer ici dans Replicated Storage, on va aller se faire un folder. On va l'appeler Events, comme ça, donc événement. Et on va aller créer ici un remote event qu'on va appeler Generate Part. Donc ça, vous le mettez dans Replicated Storage, tout simplement. Parce que ça va être des choses, ça va être quelque chose qui va être répliqué tant au serveur qu'aux clients, donc aux ordinateurs des autres personnes. Donc il va être accessible partout. C'est ça qu'il faut retenir. Script et local script. Donc quand je dis client, ça veut dire local script, et quand je dis serveur, ça veut dire script. Parce que ce qui s'exécutait ici au début du tutoriel, les scripts dans la workspace, vu que c'est des scripts normaux puis qui sont dedans, ils vont être exécutés côté serveur, donc tout le monde va les voir, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, vu qu'on était dans une interface et que c'est aux côtés du client, donc dans un local script, c'est juste la personne qui fait apparaître sa propre part. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici notre code de la fonction et on va aller se créer un script ici, tout simplement, comme ça, et on va aller se créer une fonction dans notre script qu'on a mis dans serveur script service qu'on va appeler generate part, comme ça ici. Puis en paramètre, on va avoir le player, donc le joueur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre code là-dedans. Et ici, on pourrait changer, par exemple, génération d'une part par quelqu'un. Donc, 2 petits points. On va aller sélectionner le nom du joueur. Et on peut rajouter après ça 3 petits points encore. Donc voilà, ici ça va dire génération d'une part par tel joueur. Et voilà, on fait apparaître la part. Sauf que le truc, c'est qu'on n'a pas relié le generate part ici à notre fonction. Donc ce qu'on veut faire, c'est en fait appeler la fonction ici, là, appeler le remote event. Donc ça, le remote event, il faut penser à comme si c'était un genre de pont entre vos interfaces et le serveur. Donc tout ce qui peut se faire du côté client, faites-le du côté client. Donc les trucs que, en fait, je sais pas moi, des changements d'interface, des trucs vraiment qui sont purement visuels, faites-le du côté client. Mais si c'est des choses qui sont importantes pour tout le monde ou des données sensibles, des trucs comme ça, faites-les côté serveur. Parce que le serveur, on n'y a pas accès. Tandis que en local, la personne a accès à tout. Donc c'est comme ça souvent qu'ils font les cheaters un peu. Ils vont essayer de trouver des failles, des trucs qu'il y aurait en local qui pourraient appeler et bref, vous voyez le genre. Mais tout ce qui se passe côté serveur, c'est lui-même qui le gère. C'est quasiment impossible à pirater. Donc ça c'est cool, évidemment. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut relier ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement l'importer. Donc generate part event est égal à game. Donc là, on va faire get service du replicated storage parce que c'est là qui c'est locké, en fait, notre event. Donc on va faire point event point generate part. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on sélectionne ça? On va utiliser un wait for child. Donc ça, c'est juste pour s'assurer que il est présent, en fait, dans le jeu. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va attendre jusqu'à temps que l'event generate part soit ajouté dans le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on clique, on va faire un generate part event fire server. Et là, on n'a pas d'argument donné.
On aurait pu dire, par exemple, le nombre de parts, mais là, je le ferai pas, là, parce que ça va être un peu trop long. Puis ici, on aurait pu donner, par exemple, je veux 45 parts. Donc, on aurait pu faire ça. Mais le player ici, on n'a pas besoin de le passer parce que c'est un paramètre par défaut qui va être ajouté par le serveur, tout simplement. Donc, le player ici, c'est la personne qui a en fait invoqué l'event. Donc, pour relier cet event-là, on va aussi l'importer. Donc, vous allez copier la ligne comme ça. Et pour le relier à la fonction, on va aller en bas de la fonction ici. Et on va faire generate part event.on. Donc, on server event. Ça veut dire quand l'event il a été invoqué. Tu vas le rediriger, en fait, connect sur la fonction generate part, comme ça ici. Et là, on met pas les parenthèses parce qu'on veut pas qu'elle s'exécute. On veut seulement qu'elle s'exécute quand c'est connecté, dans le fond. Quand il y a un événement. Donc voilà, notre fonction est connectée. On aurait pu aussi mettre la fonction directement ici. Mais rendu là, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas vraiment de meilleure façon de faire à ce propos-là. Tant que vous lui passez une fonction, il est content. Donc voilà. Donc on va faire play. On va tout de suite tester, voir si notre script fonctionne. Donc je vais invoquer l'event et bam. Donc vous allez voir que c'est un peu plus lent. Peut-être que vous n'allez pas le voir aussi. Parce que c'est un serveur local, mais vous allez voir que c'est un peu plus lent, mais ça c'est parce que ça dépend de la rapidité des serveurs de Roblox. Parce que, bon, vous voyez que là j'en fais apparaître plusieurs, des petits délais. Mais c'est bien normal, c'est des choses, c'est la réalité en fait de développer des trucs en réseau. Donc ici vous pouvez voir que ça le print génération d'une part par DoubleDex, donc c'est mon pseudo. Et donc, vous voyez. Et là, ce qu'on peut faire aussi, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste aller cliquer ici sur Current Client dans le test. Et là, ça vous met à la vue du serveur. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut voir. Donc, c'est quand même assez utile. Donc, de savoir ça. Puis toujours aller essayer de tester en multi ou avec un serveur local avec des joueurs que vous essayez que vous invoquez dans votre ordinateur. Bref. Donc, tout ça, c'était juste pour vous montrer que il y a une distinction, en fait, entre le client et le serveur. Puis ça, c'est pas juste sur Roblox, c'est dans le web aussi, là. Ça va vous être utile aussi si vous allez dans le web. De comment communiquer, en fait, entre le client et le serveur. Donc, c'est assez utile. Il existe aussi, je vais passer rapidement parce que ça revient au même, mais il existe aussi des remote functions. Les remote functions, c'est comme une fonction et un remote event mélangés ensemble. Sauf que la remote function, elle va pouvoir retourner quelque chose. Donc ici, j'aurais pu faire comme un return, quelque chose. Mettons true. Puis j'aurais pu, à place, mettre la remote function à place du generate part et dire, en tout cas, bref, vous comprenez. Donc on peut quand même retourner des trucs avec des events, c'est juste qu'il faut le changer en fonction. Donc paniquez pas, on va en faire dans le petit jeu qu'on va coder. Donc on va en refaire un et vous allez en fait vous pratiquer, vous allez vous habituer. Parce qu'en fait la réalité c'est ça, c'est que peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais au moins que vous aviez envie de comprendre en fait. Je vais trouver mes mots. Que vous aviez envie de comprendre, c'est déjà une bonne étape parce qu'après ça, vous allez chercher sur Internet et vous allez en fait comprendre par vous-même un peu parce que c'est trop dur pour moi de tout vous expliquer parce que c'est pratiquement impossible, ce serait beaucoup trop long. J'essaie de vous montrer l'essentiel et vous montrer ce que je peux. Puis après, vous pouvez faire quelques recherches par vous-même.
Donc ça c'est bien cool. Donc là on se retrouve dans la prochaine session où on va apprendre comment faire un classement avec les scores comme on voit dans plusieurs jeux. Donc bienvenue dans cette partie sur les leaderboards. Donc le leaderboard c'est quoi? C'est en fait, c'est un peu dur à expliquer parce qu'il n'est pas fait, mais c'est ici quand vous voyez apparaître votre score par exemple, donc à côté de votre nom à droite. Donc, c'est ça, en fait, le leaderboard. On voudrait créer, en fait, une façon d'avoir des points, tout simplement. Puis, c'est cool parce que sur Roblox, c'est quand même plutôt simple. Donc, ce que je veux faire avant, c'est que je veux tout simplement enlever mon bouton quand je développe. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plusieurs façons. Vous pouvez cliquer ici sur UI pour le cacher. Donc ça va cacher toutes vos interfaces dans le Starter GUI. On pourrait aussi enlever le Enabled, comme ça. Et après, faire script.parent.enabled égale à true. Donc moi, je vais y aller pour ça. Fait que là, si je fais play, normalement... Oh, enabled. Ok, non, laissez faire. Ça va être script.parent. Donc, bouton. Parce que en fait, j'ai sélectionné le bouton. Donc, ce serait bouton.parent. Donc, le parent du bouton qui est l'interface. On va l'activer quand on joue au jeu. Donc, voilà. Comme ça. Et qu'on développe, on ne l'a pas dans la face. Puis, si on veut changer son apparence, on fait enabled comme ça. Donc, voilà. C'est à vous de gérer ça comme vous voulez. Donc, pour le leaderboard, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau script. Donc, celui-là, on va l'appeler Generate Part. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. C'est juste pour pas avoir deux scripts qui s'appellent la même chose, en fait. Donc là, je crée un script, je vais l'appeler Leaderboard. Comme ça, ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un événement. Un peu comme le clic du bouton. Un événement, c'est quelque chose qui se passe et on peut relier en fait une fonction avec. Donc cette fois, ça va être, on va utiliser le player added. Donc ça veut dire quand un joueur rejoint votre jeu. Donc on va faire game.players. Donc c'est un événement qui fait partie du service players. Donc player added, comme ça. Et on fait connect. Et on va connecter à une fonction. Entre parenthèses, on met le player en paramètre. Donc le paramètre player, c'est tout simplement le joueur en fait qui a été ajouté au jeu. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une variable de type comment dire, de nombre, parce qu'on veut que ce soit des points, par exemple. Donc avant, ce qu'on va faire, c'est que dans le joueur, on va créer un dossier qui va contenir en fait toutes ces statistiques. Donc pour l'instant, on en aura juste une, donc les points, mais on pourrait mettre ses kills, on pourrait mettre plein de choses. Donc local stats est égal à instance.new et on va créer un folder, puis ça va être dans le player. Puis son nom, ça c'est bien important de l'appeler leader stats comme ça en minuscule parce que sinon Roblox ne reconnaîtra pas puis il l'affichera pas. Donc c'est bien important. Ensuite, on va créer une variable de points. Donc, sur Roblox, on peut avoir des valeurs. Donc, je vais juste créer ça comme ça, stats. Donc, une valeur directement sous forme d'objet. Donc, si je tape int comme ça, ben là, je peux pas l'ajouter ici, mais dans Workspace, par exemple, int. Donc, voilà, c'est comme une valeur qui est dans un objet. Je peux avoir des int, dans le fond, ça veut dire nombre entier. Je pourrais avoir des number value qui veut dire nombre à virgule. Je pourrais avoir des string value. Fait que dans le fond, c'est ça un leaderboard. C'est des valeurs qui sont dans le dossier leader stats du joueur. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir un objet dans le serveur qui stocke tout ça. Donc, on crée la valeur point qui est dans les stats. On va l'appeler point. Donc ça, c'est ce qui va être affiché. Ça va être le nom qui va être affiché dans le classement. Et point value
est égal à 0. Donc ça, c'est la valeur avec quoi on commence. Donc je pourrais mettre 10, je pourrais mettre 100, mais je vais mettre 0. Je vais laisser à 0. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc en 8 lignes, on a tout simplement des points ici, donc 0. Et si par exemple, je voudrais faire pour que quand on clique sur le Generate Part, ça nous ajoute un point par exemple. Pour nous récompenser. Un peu comme une sorte de clicker. Ce qu'on peut faire, c'est ici on a accès au player. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire player.leaderStats, parce qu'on a accès à son dossier leaderstats qu'on a créé. .points, .value. Et on va faire un plus égal, donc pour ajouter. Et on va ajouter 1, tout simplement. Comme ceci. Et si on fait plus, bam, générer une part. Tac, vous pouvez voir que je suis à 1 point, 2 points, 3 points, blablabla. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Si vous comprenez pas tout, essayez vraiment ligne par ligne de comprendre chaque ligne. Je peux même vous le réexpliquer là. Donc ici, on connecte l'événement quand un joueur rejoint votre jeu. Ici, on crée un dossier pour mettre toutes les valeurs du joueur, comme par exemple ses points, on pourrait mettre ses kills aussi. Ici, on met le nom LeaderStats parce que c'est bien important, sinon Roblox ne le reconnaît pas. Ici, on crée la valeur de points, donc qui est une valeur int parce que c'est parce que c'est pas un nombre à virgule. Et là, j'ai craché. Je vous reviens dans quelques instants. Bon, je suis de retour, c'est des choses qui arrivent. Donc, bien important de saver souvent. Donc, faites CTRL S parce que sinon, j'aurais tout perdu. Ben, pas tout, mais tout ce que j'ai fait durant cette vidéo-là. Donc, voilà. Donc, ici, on met le nom point et on met sa valeur à 0. Donc, sa valeur initiale. Et ici, quand notre event va être activé, on va ajouter 1 au point. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on peut faire play et le... En fait non, c'est vrai, je l'avais déjà montré que ça fonctionnait. Ça c'est beau. Mais par exemple, je voudrais vous proposer un petit exercice qui va commencer dans le fond ici. Donc essayez de faire en sorte que à chaque 5 secondes, par exemple, ça donne un point au joueur. Donc un truc, utilisez les boucles. Donc la boucle while, par exemple. Avec une boucle while, faites en sorte qu'à chaque 5 secondes, ça donne un point au joueur. Donc ça peut se faire à peu près en 4 lignes, je vous dirais. Donc faites pause, et un coup que c'est fait, je vais vous montrer la solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une boucle infinie, donc while true do, wait 5 secondes, et on fait point value plus égal à 1. Donc à chaque 5 secondes, c'est un peu comme un genre de salaire. Donc vous allez voir qu'après 5 secondes, ça va vous donner un point, voilà, et ça va continuer. Mais il y a un petit problème avec cette approche-là, c'est que, en fait, ça va pas s'exécuter si tout ce qui va être en dessous de la boucle ne va pas s'exécuter. Donc là, je mets une ligne par rapport. Donc, vu que c'est une boucle infinie, vous allez voir que cette ligne-là s'exécute jamais. Donc, une while, ça va vraiment comme geler le programme. Donc, on pourrait utiliser ce qu'on appelle une coroutine, mais en fait, ça permet de créer une nouvelle instance, un nouveau thread qu'on appelle. Mais ça va être en fait pour un autre tutoriel. Peut-être que je vais l'ajouter. En fait, je vais l'ajouter dans le dernier chapitre qui va être sur le Lua, mais plus avancé. Donc, je vous montrerai ça plus tard comment faire ça. Mais pour l'instant, ça peut quand même bien fonctionner, une petite boucle comme ça. Donc, tant que vous n'avez rien qui s'exécute après. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine session où je vais vous montrer l'événement Touched. Bienvenue dans cette session sur l'événement Touched. Donc désolé si vous entendez le bruit de mon ventilateur, c'est parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc j'espère que c'est pas trop le cas.
Donc, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une fonction qui, en fait, pas une fonction, mais on avait fait la possibilité, en fait, d'ajouter un point quand on génère une part à l'aide de notre GUI. Et pour en fait, intégrer la session d'aujourd'hui, on va faire pour quand on generate une part et qu'on la touche avec notre personnage, ça nous donne un point. Donc, en ce moment, ce qu'on fait, c'est quand on génère, ça donne un point. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que quand on y touche, là, ça donne un point. Donc, on va tout simplement couper cette partie-là parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier un événement. Donc, je me souviens plus si je vous avais vraiment parlé des événements, mais bref, ça c'est... ah oui, en fait, c'est effectivement dans Leaderboard. Ici, on avait un événement, donc joueur ajouté. Donc, si on veut, par exemple, créer un événement sur une part pour dire quand elle est touchée, on va faire la part.touched. Donc, on peut voir ici que ça apparaît. Donc, on a aussi touch ended qui veut dire quand on arrête de toucher à la part. Donc, part.touched, on va connecter l'événement. On va le relier à une fonction. On décale de 1 et on fait Enter. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est en fait, il nous donne un paramètre. Donc, ici, other part. Non, pas other part, mais bref. Ouais, c'est ça, other part, ce qui veut dire la part, en fait, qui a touché l'autre part. Donc, dans ce cas, ça va être par exemple soit nos jambes, soit nos pieds, ou n'importe quoi. Donc, pour vous montrer, je vais faire print it. Donc, par exemple, la part a été touchée par... Je mets pas les accents, mais c'est pas très grave. Là. Donc, it.name, parce que le it, c'est une part. Donc, on sauvegarde. Et on joue. Donc ici, on génère une part. Et là, vous voyez que je vais juste recommencer. Je vais faire clear output. Donc ici, c'est la part générée. Et là, vu qu'elle touche à la base plate, là, ça veut dire que la part a été touchée par la base plate. Si je marche dessus, vous pouvez voir que c'est left foot, left lower leg. Bref, donc on a un petit problème. On pourrait essayer de faire right upper leg.parent pour aller chercher le joueur, ce qui est sur son nom et tout. Ce qu'on va partiellement faire. Mais en fait, on a un problème parce que on sait pas comment définir en fait si c'est un joueur qui a touché ou si c'est simplement la base plate ou n'importe quoi d'autre. Donc pour ça, on va utiliser un if puis on va utiliser en fait quelque chose qui est propre à un joueur. Donc je vais aller vous montrer ça visuellement. Donc si je vais dans mon workspace, quand on clique sur play, évidemment, et ici j'ai mon personnage qui fait partie de la workspace, je peux aller dedans. Donc tous les joueurs ont ce qu'on appelle un humanoïde. Donc, on va se fier là-dessus pour savoir si c'est un joueur. Donc, on pourrait se fier sur d'autres choses aussi, mais moi, je vais garder ça comme ça. Donc, on va dire si it.parent, donc si son parent contient, donc pour savoir s'il contient, on va utiliser un find first child qui va retourner en fait comment dire, qui va retourner en fait ce qu'on cherche. Donc dans ce cas, ce serait vrai si on le trouve. Et si on le trouve pas, ce serait tout simplement nil, donc faux. Donc la condition passerait pas et ça arrêterait là. Donc là, on veut savoir s'il y a un humanoïde. Donc si le parent a un humanoïde, alors on va tout simplement sélectionner le joueur relié. Donc local player, on va le définir. Donc on va aller chercher game.players. Parce que là, on a son character, mais on n'a pas son player. Donc, nous, on veut son player parce que c'est là qu'on a... c'est là qu'on a, en fait, la variable d'argent. C'est là qu'on l'a mis. Et donc là, on va aller sélectionner avec find first child it.parent.name parce qu'on peut pas... En fait, le find first child peut servir à plein de choses. Donc, trouver un truc à partir d'une string ou voir s'il est dedans aussi. Bref.
Vous allez comprendre rapidement, je sais que je l'explique un petit peu mal, mais vous allez comprendre rapidement à quoi ça sert. En fait, ça le dit littéralement dans son nom. Trouver le premier enfant qui s'appelle comme ça, selon le paramètre. Donc, si on a un joueur, donc if player, si on n'en a pas, ça l'arrête. Parce qu'en fait, on aurait le problème de, par exemple, si vous pourriez avoir, par exemple, des zombies dans votre jeu, mais que ce soit pas des vrais joueurs. Fait que là, dans ce cas-là, ça ferait une erreur parce qu'il trouverait pas le joueur. Mais là, vu qu'on fait un if player, ben là, il va aller voir si en fait on l'a trouvé ou pas. Mais en fait, ça ferait pas une erreur, mais si on essaierait d'y ajouter des points, ça ferait une erreur. Donc, if player, alors, on va lui ajouter de l'argent, tout simplement. Donc, ce qu'on a copié tout à l'heure au début, donc player.leaderstats.point plus égal à 1. Donc, ça l'ajoute 1. Et voilà. Donc, on peut sauvegarder et le tester. Donc, je vais me tasser d'ici. Générer une part. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de... Ah ben non, c'est vrai, on a enlevé le print de toute façon. Ok. Donc là, je vais y toucher. Et là, vous voyez que ça m'ajoute des points, mais pas mal, beaucoup trop. Je fais juste arriver une fois dessus, puis ça m'en met comme 10, 15, 20. Donc, comment qu'on pourrait faire pour éviter que ça donne autant de points, puis ça en donne vraiment juste un. Donc, ce qu'on pourrait faire pour ça, c'est tout simplement détruire. On a deux choix. Soit pas script.parent. Soit détruire la part ou soit définir, par exemple, un cooldown, donc le temps entre chaque point qui peut être ajouté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire part. Non, c'est pas point, c'est deux petits points. Destroy. Donc, ça, on va détruire la part. Donc, un coup qu'elle va être détruite, ben, on ne pourra plus y toucher, évidemment. Donc, on génère une part, on s'en va la toucher, et voilà, j'ai eu un point. Bon, là, je n'ai eu deux parce que, en fait, j'ai eu le temps d'y toucher. J'y ai comme touché deux fois. Mais je vais vous montrer un peu un moyen de contrer ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un debounce. Donc, ça va être une condition qui va être mettre vrai ou faux. Donc, si le cooldown n'est pas terminé, dans le fond. J'ai vraiment mal expliqué, mais vous allez comprendre en l'écrivant dans le fond. Donc ce qu'on va faire, on va se définir une variable db. Donc local db est égal à faux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si le joueur est présent et que db est à faux. Donc j'ai marqué not db, mais ça veut dire db, c'est la même chose que db est égal à false. C'est un peu la même chose, sauf que je marque not. C'est beaucoup plus clean comme ça. Donc ici, il est faux. Donc au début, on dit touche, il est faux. Donc ça passe. On ajoute un point. On détruit. Mais là, ce que ça fait, c'est que pendant que le joueur le piétine, ça a le temps de faire une deuxième fois le touch. Donc là, ça y met un point et tout. Et là il se destroy. Fait que là, ça n'en fait plus en fait. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre aussitôt qu'il est touché puis que les conditions sont rencontrées, on va le mettre sur true. Donc, ce que ça va faire quand il va être sur true, c'est que on aura beau y retoucher, la condition ici, il va pas passer parce que c'est not db. Donc, c'est comme un genre de... C'est comme pour le verrouiller un peu, verrouiller l'événement. C'est un peu... On peut le voir de cette manière-là. Et on pourrait le laisser comme ça, tout simplement. On pourrait le laisser comme ça, tout simplement. Et normalement, en théorie, ça devrait marcher. Bim. Et voilà, j'ai eu un deuxième point. Pourquoi? Je le sais pas trop. Ah, c'est à cause de... que ça me donne un point à chaque 5 secondes. Ok, je vais juste mettre ça en commentaire. Comment qu'on met un commentaire? Bref, je vais juste le supprimer, c'est pas bien grave, de toute façon, je vais le refaire. Ok, donc, ouais, dans le fond, finalement, on n'avait pas besoin de mettre un db dans cet exemple-là, mais ce qui est intéressant, c'est quand on a un cooldown, par exemple, à chaque 3 secondes,
tu peux avoir un point en touchant la part. Donc dans ce cas-là, ce serait intéressant d'avoir un DB parce que après, pas après, mais au lieu d'avoir le destroy, on va faire wait. Par exemple, qu'on veut à chaque 3 secondes pouvoir y retoucher. Donc ce que ça fait, ça va bloquer le script pendant 3 secondes ici. Puis le DB va être à true, donc peu importe qu'on y retouche, ça passera pas. Et ensuite, on va mettre DB est égal à false pour en fait pouvoir y retoucher après puis que la condition soit remplie. Donc voilà. Ça, vous allez en faire vraiment, vraiment beaucoup pour vos jeux, en théorie. Fait que c'est bien important de comprendre et de faire des tests. Donc je la génère. Et là, j'ai un point. Puis là, on attend 1, 2, 3 secondes. Et voilà, 2 points. Donc j'ai beau y toucher, ça ne m'ordonne pas jusqu'à temps que ça fasse 3 secondes. Et voilà. Donc, ben, c'est tout pour cette session. On va se retrouver pour la prochaine sur les détecteurs de clics. Bienvenue dans cette session sur le click detector. Donc, qu'est-ce que le click detector? Donc, c'est un peu moins à la mode récemment, mais ça peut quand même être utilisé comme un moyen simple, dans le fond, de pouvoir cliquer sur des blocs dans la map. Donc, ça va ressembler un peu au touched. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre generate part, on va créer un objet qui s'appelle un click detector. Donc, on va le créer tout simplement ici. On va dire local click detector est égal à instance.new parce qu'on crée quelque chose de nouveau. Click detector, comme ça. Et son parent, ça va être la part. Ça, c'est bien important pour qu'il sache c'est quel objet qu'on veut cliquer en fait. Et donc, ben, c'est tout pour la création du click detector. Ensuite, il faut le relier à un événement, donc de quand on clique sur le click detector. Donc, click detector.mouseClick. Donc, vous avez d'autres événements que vous auriez pu mettre, par exemple, mouse over, enter, blablabla, right mouse click. Donc, il y en a plein. Nous, on va prendre le mouse click, connect, function, et cela, ça nous donne le joueur qui a cliqué. Donc, faites attention avec le click detector. Si vous mettez des right mouse click ou des trucs comme ça, il faut garder en tête qu'il peut y avoir des joueurs mobiles sur votre jeu. Donc, c'est pour ça que le click detector, c'est moins utilisé, mais ça va quand même fonctionner avec le mouse click. Donc, si quelqu'un tape sur son écran, c'est considéré comme un mouse click. Donc, ça, c'est quand même bon à savoir. Donc, un coup, notre événement relié, ce qu'on peut faire, c'est faire exactement comme tout à l'heure. Dans le fond, donner un point, attendre 3 secondes et, tu sais, ben pas... comment qu'on pourrait faire ça? Ouais, on pourrait dire la même chose exactement qu'ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se créer une petite fonction. Donc, on va tout simplement couper ça. Donc, enlever le pas, faites juste CTRL-X ou commande X. Puis là, on va appeler la fonction qu'on va créer tout à l'heure, qu'on pourrait appeler... récompenser. Donc, vous appelez ça comme vous voulez. On pourrait dire juste reward, comme ça. Et on va aller se créer la fonction reward en haut ici. Et ça va être, on va coller ce qu'on a. Donc, on va juste mettre en paramètre le player et en paramètre le DB. Donc, on va donner player et DB. Donc, en théorie, tout est beau de ce côté. Donc, ce qui va nous permettre de l'utiliser dans le mouse click au lieu de copier-coller du code pour rien. Donc, on va faire reward player, puis on va utiliser le même DB que tout à l'heure. Donc là, on n'a pas besoin de faire comme dans le touched avec le hit.parent et tout, parce qu'on est sûr déjà que c'est un joueur qui a cliqué, donc ça peut pas être un NPC ou n'importe quoi d'autre. Donc on va faire play.
voir si ça fonctionne. On génère une part. Et là, vous pouvez voir ici que j'ai mon curseur, il change en fait d'image. Donc si je clique dessus, et voilà, ça me donne un point. Okay. Par contre, mon debounce, il n'y a pas de l'air à fonctionner. Ok, donc j'ai fait une petite erreur que j'ai corrigée, que j'ai découvert off-cam. Donc je peux juste pas mettre ma fonction là, je vais juste la mettre plus haut. Je vais juste remettre ça, dB. J'avais fait quelques petits tests. Pardonnez-moi. Donc, dB. Donc, vous, en théorie, vous n'avez rien à changer. Donc, vous prenez la fonction, vous la mettez après le dB. Donc, generate part. Ok. Il faudrait juste que je la mette, la fonction, en local. Comme ça. Sinon, je me fais crier dessus. Et tac tac, player. Donc en théorie, ça devrait fonctionner cette fois-ci. Wait. Donc là, j'ai un petit problème. Donc ça arrive parfois. C'est pas bien grave dans ce temps-là. On le règle. Ok. Désolé, j'avais fait une erreur vraiment toute bête. Je me demandais vraiment pourquoi ça fonctionnait pas. Mais c'est parce qu'il faut enlever le paramètre dans Reward, il faut enlever DB. Parce que en fait, on le définit déjà ici. Donc, vous enlevez, ici vous aviez DB, vous l'enlevez comme ça. Et vous l'enlevez ici et ici aussi. Donc, en théorie, là, vous faites play. Et vous pouvez cliquer ou toucher à chaque 3 secondes pour vous donner un point. Comme ça. Donc voilà, ben on a réussi. C'est la fin de cette session-ci. Donc, dans la prochaine, je vais faire un petit survol des différents services qu'on peut voir dans l'Explorer. Dans cette session, je vais faire un petit tour en fait des différents services qu'on a dans l'Explorer. Je vais pas tous les passer. Je vais juste en fait mettre les plus importants par exemple. Donc, la workspace, comme vous le savez déjà, c'est tout ce qu'on voit dans le jeu. Player, c'est où ce qu'il va avoir tous les joueurs du jeu, dont des scripts et ce qu'ils ont dans leur backpack. Donc un backpack, c'est quoi? C'est les tools que vous avez, c'est les items que vous avez en ce moment à votre possession. Ici, le lighting, c'est tout simplement pour contrôler, par exemple, si on a l'atmosphère, sky, bloom, donc c'est tous des effets qu'on peut contrôler ici, donc dans les propriétés. Donc, c'est des petits effets visuels. On peut changer ici le sky par une autre texture qu'on voudrait. Et ici, on peut changer l'atmosphère aussi. Et si on clique sur Lighting, on peut aller changer l'heure, par exemple. Donc, si je mets à 17h30, c'est plus foncé. Donc, ici, on a le Replicated First. Donc, c'est les trucs qui vont être répliqués du serveur au client en premier. Replicated Storage, c'est des trucs qui vont être communs entre le serveur et le client. Donc, on utilise pour les events, majoritairement, mais pour aussi, ça peut être pour d'autres modules qu'on aurait besoin d'avoir. Server Script Service, ça, c'est les scripts qui s'exécutent côté serveur seulement. Server Storage, ça peut être... en fait, ça peut être n'importe quoi, absolument tout ce que vous voulez. C'est juste qu'un script dans Server Storage ne s'exécutera pas, je crois, par défaut. Donc, ça sert à rien de mettre des scripts dedans, à moins que c'est vraiment pour les stocker. Donc, on peut voir ici que j'ai stocké tous les trucs que je voulais avoir à l'avance dans la formation. Donc, les chapitres, tout était prévu là-dedans. Donc, c'est pas mal ça. Je les mettais là-dedans parce que je voulais pas que mes différents scripts que j'ai créés s'exécutent en même temps que je vous fais des démos. Donc, c'est pour ça que je les mettais dans Server Storage. Donc, on peut utiliser ça, par exemple, pour faire des changements de map. Donc, par exemple, vous avez toutes vos maps dans Server Storage et là, vous pouvez les faire changer en les mettant dans Workspace à partir d'un script, par exemple.
Et ici, on a le Starter GUI qui permet de mettre ici notre interface qu'on a avec notre bouton ici. Donc, je vais l'enlever comme ça. C'est toutes les GUI dans le fond qui vont être là au début quand le joueur arrive. Starter Pack, ça c'est les items que le joueur aura en sa possession quand il clique sur Play. Starter Player, c'est des choses qu'il va avoir par exemple dans le joueur au départ. Donc ici on a Starter Character, donc c'est ce qu'il va avoir dans le character dans notre workspace. Je vais juste vous montrer rapidement. Donc ici dans Workspace, donc c'est ce qu'il va avoir des scripts en fait qu'il va avoir dans le perso au départ. Et on a Starter Player Script qui là, ça va être dans le player. Donc on peut en utiliser pour créer des interfaces avec des scripts par exemple. C'est bien utile. Ici Themes, c'est où on met nos themes, on l'a déjà vu. Sound Service, c'est par exemple vous voulez mettre une musique ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre vos sons là-dedans. Ça, on va passer. Voice Chat, c'est une nouvelle feature en bêta que vous pouvez activer si vous avez 13 ans et plus. Vous pouvez mettre ça dans votre jeu. Donc, c'est pour parler avec la voix. Localization Service, c'est pour les traductions. Puis, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais fait de traduction. Mais je le sais que ça se fait. Mais d'habitude, quand je crée des trucs, j'ai fait toujours en anglais. Donc, c'est vraiment juste le moyen comme de... Si vous voulez pas vous casser la tête avec les traductions, faites-le juste en anglais. Sinon, vous pouvez faire aussi d'autres langues. C'est sûr que ça a l'avantage. Et voilà, c'est tout pour les services les plus importants que je voulais vous parler. Donc, je vais faire une petite session sur comment rechercher, en fait, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes bloqué. Donc, par exemple, ici, je veux savoir comment qu'on fait pour quand une part est touchée. Donc, j'écris, par exemple, en anglais, c'est important, parce qu'en français, il n'y en a pas beaucoup. Roblox When Part Touch, par exemple. Et là, ça nous dirige vers la documentation. Donc, la documentation, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les choses que vous pouvez faire en code sur Roblox. Donc, toutes réunies dans un même site. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a plein d'exemples de code ici. Donc, Touch Blink, Model Touch, Touching Part Count. Donc, vous avez plein de scripts que vous pouvez regarder et puis essayer de reproduire. Donc, et vous avez aussi plein de documentation par rapport à plein d'autres objets. Donc, ici, vous avez, par exemple, les propriétés du lighting qui sont toutes expliquées comme ça. Ici, on a toutes ces fonctions reliées. Donc, c'est bien important d'avoir ces sites-là en tête. Donc, ici, on a le developer.roblox.com. Donc, c'est la documentation officielle. Mais là, ils sont en train d'en créer une nouvelle qui s'appelle Roblox Creator Documentation. Donc, ça n'est une nouvelle. Et donc, je ne l'ai pas vraiment beaucoup exploré. Mais vous voyez que ici, on a quand même une documentation plutôt nouvelle, mais qui a de l'air quand même pas si mal. Donc ici, on a par exemple UI, Containers. Donc, c'est vraiment assez bien expliqué si vous comprenez bien l'anglais, mais j'imagine aussi qu'il va peut-être avoir une traduction française. Mais si vous comprenez bien l'anglais, sinon vous pouvez le traduire aussi avec Google Chrome. Là, vous mettez le plugin Google's Translate. Mais je vous conseille fortement d'apprendre l'anglais parce que ça va être utile en tant que développeur pour n'importe quoi. Donc voilà, ici, on peut vraiment avoir plein de choses. Donc j'avais même pas moi-même regardé cette nouvelle documentation. Donc ici, data structure. Ok, ouais, il commence à créer beaucoup de nouvelles documentations beaucoup plus précises et beaucoup plus comment dire, fun à lire un peu. Donc, ben, voilà, c'est pas mal tout pour la vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour le 3e épisode. Allez, salut!